Alors voilà, pour notre table ronde, nous reprenons. Nous avons 5 juristes ici que je vais vous présenter et qui vont nous faire un partage d'expérience sur le thème « Quelle juste attitude adopter ?» Donc je vais commencer voilà, dans l'ordre. Nous allons d'abord avoir Monsieur Benoît Ledévédec, là, qui est debout, qui est en train de s'asseoir, qui est juriste au CRIAV Île-de-France depuis 2019. Il est doctorant à l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris 2. Nous avons entendu Madame Ardouin-Le Goff tout à l'heure. Et il réalise une thème sur le discernement des mineurs en matière d'infractions sexuelles. Il est également membre du comité d'éthique des hôpitaux de Saint-Maurice. Oui, il va vous expliquer ça. Ensuite, à côté de lui, nous avons Maître Adeline Le Gouvelot, qui exerce au barreau de Versailles en droit de la famille, droit pénal, propriété intellectuelle et contentieux général. Elle intervient dans des dossiers de violences sexuelles entre mineurs, soit pour assister des victimes, soit pour défendre des mineurs mis en cause. Ensuite, Violaine Thomas, qui est assistante sociale et qui a travaillé à l'ASE au milieu scolaire, dans le milieu associatif et auprès de personnes sous main de justice. Elle exerce aujourd'hui son activité dans la protection de l'enfance à la sauvegarde des Yvelines, au service judiciaire d'investigation éducative. À côté d'elle, M. Frédéric Théier, qu'on a déjà entendu, qui est magistrat du parquet depuis 22 ans, qui a été affecté dans sa carrière au parquet des mineurs. Il a également travaillé pendant plusieurs années comme magistrat en Roumanie, dans le cadre de coopération internationale, et il est aujourd'hui procureur de la République de Rouen. Et enfin, Violette Guillois, qui est magistrat depuis 2002 et qui a été, ces 6 dernières années, juge des enfants à Nantes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Madame Ardouin-Le Goff a réussi, je ne sais pas comment elle a fait, à vous faire effectivement un cours de droit pénal général et un cours de droit pénal spécial qui fait normalement 72 heures à l'université en 40 minutes. Le problème, c'est que comme je ne m'étais pas calibré avec elle sur mon intervention, j'avais prévu de vous dire exactement la même chose qu'elle en 10 minutes, donc en plus condensé. Beaucoup plus condensé, ce qui fait que je vais partir sur une... voilà, je vais improviser en rebondissant sur ce qu'elle a dit, surtout en rebondissant sur ce qu'elle n'a évidemment pas eu le temps de dire, donner quelques précisions et éventuellement quelques divergences de points de vue que nous connaissons tous deux, nous écrivons dans les mêmes revues. Déjà, le CRIAV Île-de-France, c'est un centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Il y en a environ une trentaine dans toute la France. Généralement, on est regroupé, on en a un par région en Île-de-France, on est très chanceux, on en a 3. On est des services publics, on est créé par par les ARS, les agences régionales de santé, et on a pour principale mission de faire de la formation et de l'information pour les professionnels qui travaillent avec des auteurs de violences sexuelles. On a aussi des missions de recherche, de prévention, de documentation et de mise en réseau. Alors je disais qu'on travaille avec les professionnels, on travaille aussi avec le secteur associatif notamment. Je voulais intervenir sur faut-il et comment condamner les mineurs auteur d'infractions à caractère sexuel. Mon titre a carrément été repris dans une des questions que Madame Ardouin-Le Goff a posées. Donc, je vais rebondir sur d'autres choses. Alors, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, il y a un rapport sénatorial de 2018 qui expliquait que 49% des condamnations pour viol sur mineurs étaient commis par des auteurs eux-mêmes mineurs. C'est pas des choses qui sont très médiatiques, c'est pas des choses dont on entend parler. On a beaucoup entendu parler de l'affaire Lola, de d'autres affaires où c'est des mineurs qui sont victimes de majeurs. Alors on entend beaucoup parler des faits qui se passent dans l'église, un peu moins de ceux qui se passent dans l'éducation nationale, un peu plus en ce moment de ceux qui se passent dans le milieu du sport. En revanche, les faits, quand ils sont commis par des mineurs, on n'en entend pas ou très peu parler, sauf quand ils sont excessivement graves, que sont très barbares, etc. Et là, éventuellement, on en entend un peu parler. Donc, ce n'est pas médiatique, mais c'est loin d'être inexistant. Comme je vous dis, c'est 49% des condamnations pour viol sur mineurs. Et il faut savoir que les statistiques pénales, elles sont faites sur les incriminations et sur les circonstances aggravantes. Les circonstances aggravantes en France pour le viol, c'est 15 ans. Ce qui veut dire qu'on ne compte même pas les viols sur mineurs de 16 ans ou 17 ans. Donc je pense que sur ces chiffres, on aurait même une majorité de condamnations de viols sur mineurs de 18 ans qui sont commis par des auteurs eux-mêmes mineurs.
Donc ça, c'est déjà un point important parce que c'est quelque chose qui n'est pas inexistant, au contraire, et qui est très problématique pour les professionnels à gérer, les professionnels de l'enfance, de gérer ces choses-là, les professionnels de la santé, de l'éducation, etc. On a évoqué la question du signalement. Alors, je rejoins Carole Ardouin-Le Goff sur la distinction signalement qui est plutôt côté procureur et infraction, et l'information préoccupante qui est plutôt côté CRIP, mineur en danger, avec des mesures d'assistance éducative. Cependant, dans la pratique, je vois beaucoup de professionnels qui n'osent pas faire des signalements au sens propre, qui n'osent pas aller vers le procureur de la République. Moi, j'ai tendance à donner un conseil, c'est de faire une information préoccupante. Parce qu'en pratique, de toute façon, la CRIP ou le nom qu'a la CRIP dans les départements, parce qu'il faut faire attention à ça, c'est la CRIP à Paris, c'est la CRIP un petit peu partout en France, mais il y a des départements qui ont décidé que la CRIP ne s'appelait pas la CRIP, parce que c'est pas assez compliqué comme ça, donc on va compliquer encore plus. Et je ne sais pas si vous avez essayé de trouver le numéro de la CRIP de votre département, si c'est pas Paris, c'est très compliqué. Alors ce que vous faites, vous appelez n'importe quelle CRIP, vous leur demandez le numéro de la CRIP de votre département, ils l'ont, ils vont vous le donner. Ça, c'est un petit conseil, c'est gratuit. Donc effectivement, si vous appelez la CRIP, si vous contactez la CRIP, si vous faites une information préoccupante et que les faits relèvent d'une infraction pénale, alors dans ce cas, la CRIP enverra les éléments, enverra l'information préoccupante au procureur de la République. C'est parfois plus simple pour les professionnels de faire ça, notamment certains professionnels qui travaillent en équipe où, je le vois souvent, la hiérarchie peut freiner un petit peu en disant non, mais on ne va pas faire une information préoccupante pour ça. Bah si, si, on va faire une information préoccupante pour ça. D'ailleurs, on a cité l'infraction de non-dénonciation de crime ou de délit sur mineurs. Il faut savoir que, admettons, vous êtes éducateur, vous êtes psychologue dans telle ou telle structure, et on vous dit, bon, bah voilà, vous avez connaissance de tel ou tel fait, et vous en parlez à votre hiérarchie vous dit non, on ne va pas signaler. L'infraction, elle ne vise pas la hiérarchie, elle la vise aussi, mais elle ne vise pas que la hiérarchie, elle ne vise pas que l'institution, elle vise aussi le professionnel. Donc le professionnel, lui, soit il réussit à signaler avec sa hiérarchie, soit il va devoir le faire tout seul parce qu'il peut engager sa propre responsabilité pénale s'il ne signale pas. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants à savoir. Je ne vais pas pouvoir vous donner le détail de qui peut, qui doit, qui ne doit pas signaler. Effectivement, il y a la question du secret professionnel, la question des obligations de parler. Alors, moi, je fais souvent la distinction entre les faits passés et les faits éventuellement futurs. Les faits passés, si on a un secret professionnel, par exemple, on peut les signaler, généralement. On peut lever le secret professionnel. C'est prévu dans le code pénal. En revanche, quand c'est des faits futurs, c'est-à-dire qu'on a une certaine forme de certitude, une crainte importante. Alors, je ne peux pas vous donner une définition plus précise parce que ce n'est pas précis dans le code pénal, c'est un petit peu fait exprès à mon avis, qu'une infraction va être commise, une infraction d'atteinte aux personnes. Évidemment, les agressions sexuelles, les infractions sexuelles de manière générale, surtout contre les mineurs, sont des infractions qui portent atteinte à l'intégrité physique. Évidemment, là, dans ce cas-là, si c'est un fait, vous savez qu'il va avoir lieu, parce que par exemple vous êtes médecin et vous avez un patient qui vous dit bah là je me sens pas bien, je me sens pris de pulsion ou un autre terme, voilà, j'ai des fantasmes et je reçois mon petit-fils ou ma petite-fille ce week-end, qu'est-ce que je dois faire? Bah, s'il n'y a pas d'autre choix, si vous n'avez pas d'autres possibilités, si vous n'arrivez pas à le convaincre de bon bah c'est pas grave, on va le laisser à ses parents ce week-end-là, bah, éventuellement il y a le fait de prévenir le procureur de la République, de prévenir, voilà, d'agir et de lever son secret professionnel aussi pour ça. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Donc moi, je fais souvent la distinction là-dessus et il faut que chacun des professionnels soit au clair, je ne vais pas vous donner la réponse au cas par cas, mais soit au clair sur est-ce que j'ai un secret professionnel? Qu'est-ce qu'il couvre? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Et à qui je dois le dire? On a eu le cas dernièrement avec une pédopsychiatre, sauf erreur de ma part, c'est un peu fait la une des journaux, qui a voulu signaler des faits. Elle s'est retrouvée avec l'ordre des médecins
sur le dos. Alors finalement, le Conseil d'État lui a donné raison sur certains points, pas sur tous. Voilà. Mais la question qui se posait, c'est est-ce qu'elle avait bien signalé à la bonne personne? Voilà, ça c'est des points. Il y avait aussi dans les questions, est-ce qu'elle avait bien signalé à la bonne personne? Il n'y avait pas que ça, évidemment, il y avait vraiment beaucoup d'éléments, mais ça faisait partie des... parce que je vois quelqu'un qui me dit non, oui, effectivement, il y avait d'autres questions, mais il y avait aussi cette question, pour avoir lu la décision du Conseil d'État, il y avait aussi cette question, et c'était ce sur quoi s'appuyait notamment l'ordre des médecins pour la sanctionner. J'avance un petit peu, on a parlé principalement de deux infractions, deux types d'infractions, le viol et les agressions sexuelles autres que le viol. Déjà, nous, au CRIAVS, on fait la différence entre violence sexuelle et infraction sexuelle. Si, par exemple, je regarde un reportage sur des pratiques pornographiques, admettons, un reportage, et que ce reportage me heurte, qu'il me blesse, il me fait violence, nos CRIAVS vont pas pouvoir considérer éventuellement dans la définition qu'on donne des violences sexuelles que c'est une violence sexuelle. Pour autant, s'il passe sur la bonne chaîne, à la bonne heure, avec le bon pictogramme en disant interdit aux moins de 18 ans, c'est pas une infraction sexuelle. Voilà. Ça, c'est la différence que vous pouvez faire entre, par exemple, ce qu'on a appelé les comportements sexuels problématiques. À ce sujet, d'ailleurs, le CRIAVS Île-de-France a créé un outil de prévention qui reprend l'étude canadienne dont il a été question en introduction. Vous pouvez la trouver sur notre site violencesexuelle.info. Je redonnerai si vous voulez plus tard le site violencesexuelle.info. On a par exemple un livret qui reprend cette étude qu'on a appliquée aux questions françaises, parce que quand on change de continent, évidemment, il y a des cultures différentes et des questions différentes. Et donc on fait cette distinction-là entre ce qui va relever effectivement des comportements sexuels problématiques qui vont peut-être plutôt faire l'objet d'une information préoccupante, et au contraire les infractions sexuelles qui sont des actes qui là sont vraiment pénaux et qui méritent éventuellement une sanction pénale en prenant en compte le discernement du mineur, auteur ou victime. Je ne vais pas revenir trop longtemps sur la question du discernement des mineurs, auteurs ou victimes, parce que c'est mon sujet de thèse et elle n'est pas terminée et vous n'avez pas le temps. Moi non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre donc sur les infractions, il faut avoir en tête, outre l'agression sexuelle et autre que le viol et le viol sur mineurs, il existe plein d'infractions sexuelles qui concernent les professionnels que vous êtes et que vous avez tendance à avoir beaucoup. Je pense à tout ce qui est l'accessibilité de la pornographie aux mineurs. Ça, c'est une infraction sexuelle sur mineurs. Ce qui relève de la pédopornographie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que la pédopornographie, ce n'est pas uniquement le fait par un majeur. Un mineur qui consulte de la pédopornographie, c'est un délit lié à la pédopornographie. Un mineur qui se prend lui-même en photo, c'est un délit de pédopornographie. Alors, les éducateurs qui sont là dans la salle, c'est peut-être pas utile d'aller voir les mineurs en disant si tu prends cette photo, c'est interdit, tu vas aller en prison. Je ne sais pas si c'est tout à fait utile. En revanche, je vais dire que la loi interdit ça. Ça, c'est peut-être un élément important. Par exemple, sur ça, le CRIAVS, je crois que c'est 0 minute, là, le papier, où il faut conclure. C'est la fin, effectivement. Sur ça, le CRIAVS Île-de-France, on a fait, pareil, un livret infractions sexuelles qui revient sur les différentes infractions sexuelles, sur mineurs, sur majeurs, par éventuellement aussi les majeurs, etc. etc. Voilà, ça, c'est des choses pour aller un petit peu plus dans le détail. Et je vais terminer par là. Il y a aussi les infractions de prostitution. La prostitution, elle est aggravée si elle est commise par un majeur sur un mineur. Elle est aggravée si elle est commise sur un mineur. Si elle est commise par un majeur, on peut même, avec la loi Billon du 21 avril 2021, partir sur les incriminations de viol ou d'agression sexuelle, parce qu'on considère que c'est un élément qui constitue une forme de non-consentement. Mais il y a aussi beaucoup de faits qui sont commis par des mineurs, notamment des faits de proxénétisme. À la PJJ, on a un nombre incroyable de mineurs qui sont là parce qu'ils ont fait le guet. Ils pensaient être simplement le bodyguard, le bon personnage, ouais, mais en fait ça correspond pénalement au proxénétisme. C'est pour ça que je pense qu'il est important, même si on n'est pas juriste, de savoir, quand on prend en charge ce public particulier, quelles sont les infractions sexuelles qui sont concernées, quel est notre secret professionnel, etc., etc., pour pouvoir l'utiliser comme un outil pour faire de la prévention, mais aussi pour faire de l'éducatif. Et je m'arrêterai là. Donc c'est maintenant Maître Le Gouvello qui prend la suite. Bien.
Alors, nous, enfin en tout cas moi en tant qu'avocat et juriste, lorsque je suis saisie d'un dossier d'agression, de violence sexuelle entre mineurs et le plus souvent d'agression sexuelle entre mineurs, c'est toujours un petit peu un casse-tête au départ, puisque si la loi nous donne pas mal d'indications lorsqu'il y a des agressions sexuelles commises par un majeur sur un mineur, on est beaucoup plus démunis lorsqu'il y a des faits entre mineurs. Et toute la difficulté va être de savoir si on a affaire à un jeu ou à quelque chose, une relation entre mineurs absolument consentie, ou si au contraire, qui ne relève pas du domaine pénal, ou si au contraire nous avons affaire à une infraction qui relève du domaine pénal. Parce que surinterpréter des faits, ça peut avoir des ravages, il faut quand même aussi en être conscient, et en même temps, ne pas intervenir, évidemment, c'est tout aussi dévastateur lorsqu'il y a nécessité. Donc là, je voudrais voir avec vous en fait quelques critères que moi j'ai essayé de dégager dans ma pratique en appliquant le droit aux faits, et puis vous donner quelques pistes par rapport à une affaire que j'ai pu avoir qui a été vraiment bien gérée par tous les acteurs, et on a un recul maintenant de quelques années qui nous permet de voir maintenant comment vont les mineurs, comment va l'entourage, comment va la victime, et ce dossier donne de l'espoir, donc il faut en avoir. Donc les critères, j'avais prévu de ne pas vraiment en parler, mais finalement, au regard des questions qui ont eu lieu, il faut avoir à l'esprit que la question du consentement des deux reste une question cruciale. Même d'ailleurs en ce qui concerne finalement les infractions de majeur à mineur. En fait, lorsqu'il y a une relation sexuelle ou des attouchements ou voilà, quelque chose d'ordre sexuel entre un majeur et un mineur, la question de la contrainte ou de la surprise, etc., donc la question du consentement restait à devoir être qualifiée. Le bon sens faisait que les juges tiraient tout de suite des conséquences de la très grande différence d'âge ou d'un petit âge d'un enfant, et que tout de suite ils disaient voilà, on voit bien qu'il n'y avait pas de consentement. Bon, et ils motivaient. Sauf qu'on a eu des décisions assez hasardeuses ces derniers temps qui ont soulevé à juste titre l'émotion, et que la loi d'avril 2021 a tenté en fait de freiner cette question, de mettre un frein à cette recherche de consentement chez un mineur. Et on a maintenant l'article 222-29-2 du Code pénal qui, en matière d'agression sexuelle, prévoit un seuil de non-consentement lorsqu'il y a une atteinte sexuelle seulement. On ne cherche même plus à savoir s'il y a un consentement ou pas, lorsqu'il s'agit d'un majeur sur un mineur de moins de 15 ans et qu'il y a une différence d'âge d'au moins de 5 ans entre l'auteur et la victime. Lorsqu'il y a un majeur qui a une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans et qu'il y a une différence de 5 ans entre les deux, c'est forcément une agression sexuelle. On ne cherche pas le consentement. Sauf que bon, déjà, il y a quand même des limites. Moi, je considère que le mineur, il doit être sorti de la sphère du consentement, surtout à l'heure actuelle, où en fait, les mineurs sont de plus en plus avertis, où on a une sorte de schizophrénie, et d'ailleurs, je le plaide parfois devant les juridictions administratives, où on autorise les enfants à voir tout et n'importe quoi, dans des choses complètement inadaptées à leur âge, et dans le même temps, on va rechercher leur responsabilité pénale, alors qu'ils sont extrêmement avertis, avec finalement l'aval des autorités administratives. Donc il y a vraiment, et judiciaire parfois, donc il y a vraiment un équilibre à trouver et une justesse, une logique en fait entre ce à quoi les enfants ont accès et finalement la recherche de leur responsabilité pénale. Bon, ceci étant posé, lorsqu'il s'agit de mineurs entre eux, nous n'avons plus cet article 222-29-2 du Code pénal en matière d'agression sexuelle qui s'applique, et donc on doit rechercher si les deux enfants étaient absolument consentants ou au contraire s'il y a une contrainte d'exercer à l'encontre de l'un d'eux. Cette contrainte, elle peut être physique ou morale, et c'est là où le juge intervient. Finalement, il va regarder, lui, la différence d'âge, qui reste un critère en pratique. Évidemment, si on a un enfant de 17 ans et un autre de 5 ans, je ne vous fais pas un dessin, de facto, on voit bien qu'il y a un problème. L'autre critère important, ça va être celui du comportement de l'enfant. Est-ce qu'il s'est débattu? Est-ce qu'il a demandé d'arrêter? Est-ce qu'il s'est trouvé menacé? Tu dois garder le silence, tu ne rapportes pas surtout. Donc parfois la contrainte elle est très facilement identifiable et parfois elle ne l'est pas.
Donc, il y a une analyse assez fine à faire. Bon, de toute façon, en cas de doute, évidemment, on signale les faits, parce que s'il y a un doute, c'est que la question se pose et qu'il faut que ce soit la justice qui tranche avec une analyse, un débat contradictoire, une instruction si nécessaire. L'absence d'évidence, ça veut dire qu'il y a une action à mener. Voilà très rapidement quelques critères qui peuvent nous aider à discerner. Ensuite, dans la gestion du dossier, une fois qu'on détermine qu'il s'agit d'agression sexuelle et non pas d'un jeu, reste à savoir comment faire. Bon. Je vais vous parler du cas de violence sexuelle intrafamiliale, qui est un sujet que je rencontre le plus souvent et qui est très délicat à mener, et d'un cas de violence entre frères et sœurs. Généralement, les choses arrivent... j'ai souvent rencontré des cas, et dans celui-ci, où ce sont les parents qui ont découvert les faits, soit par révélation, là en l'occurrence c'était saisi sur le fait. Donc après le moment de sidération, d'incrédulité et de honte, ils se sont dit que là, il fallait agir. Et ils ont été très courageux parce que ce sont eux-mêmes qui ont fait le signalement. Donc il faut voir ce que ça représente, c'est-à-dire qu'ils avaient à la fois un enfant victime et deux enfants auteurs. Deux enfants sans concertation, l'un ne savait pas ce que faisait l'autre. Et donc ils l'ont fait, ils ont été eux-mêmes dénoncer leurs propres enfants, et derrière ils ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, puisque suivi psychologique pour tout le monde, avocat pour tout le monde, etc. Pour eux, c'était aussi une manière de se dire, bon, on n'a pas vu le problème venir, mais maintenant on le gère. On prend notre responsabilité de parents, et c'est pas une condamnation de nos enfants, c'est une preuve d'amour parce que on prend en considération chacun de nos enfants. Et aujourd'hui, les enfants auteurs, les remercient d'avoir fait ça. Donc c'était plutôt positif. En plus, ça leur a permis d'avoir quand même une bienveillance des services de police, des services sociaux, des juges dans l'ensemble. Alors qu'à l'inverse, on a des cas où les parents n'ont pas dénoncé. Bon, chacun réagit comme il peut. Hein. Et là, les services sont beaucoup plus durs parce qu'on prend en considération le fait que les parents n'ont pas été capables de protéger leurs enfants, de faire ce qu'il fallait. Bon. Ensuite, une fois que le signalement est fait, que l'enquête part, il y a la phase judiciaire qui démarre, qui est quand même très longue pour les familles, alors bon, qui est peut-être un peu raccourci aujourd'hui. Moi, c'est un dossier avant la mise en application du CJM, qui nécessite un besoin de soutien psychologique, évidemment, pour chacun des intervenants. Et puis pour nous, les avocats, la longueur, c'est franchement pas un atout, puisque on a des enfants qui étaient tout petits au moment des faits et qui arrivent comme des hommes quasiment au moment du jugement. Donc on essaie de retrouver des photos pour montrer à quoi ressemblait l'auteur au moment des faits. Et ce n'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, pour qu'ils soient jugés à la juste mesure de ce qu'ils ont fait, évidemment. Alors, ce qui a aidé les mineurs auteurs, c'est l'action de leurs parents. Vraiment, ils remercient aujourd'hui. Le discours des parents était « Votre vie ne se réduit pas à ça. Vous avez fait une énorme bêtise, mais vous allez faire quelque chose de votre vie. » Et donc, ça s'est avéré positif. Ce qui les a aidés aussi, c'est le suivi par les services judiciaires de protection de l'enfance qui ont fait vraiment du bien, qui les ont vraiment aidés avant le jugement et après le jugement. Ça fait des jeunes aujourd'hui qui ont bien grandi, qui sont droits, qui sont bien. L'instruction et les débats aussi ont été très positifs parce que dans la manifestation de la vérité, à titre d'exemple, dans cette affaire, depuis le début, on a recherché la cause parce que c'était pas du tout une famille prédisposée à ce qu'il puisse y avoir ce type de violence intrafamiliale. Et donc, on a tout de suite dit, est-ce que tu as été abusé? Et tous les interlocuteurs ont posé 20 fois cette question aux auteurs. Est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as été abusé? La réponse était négative à chaque fois. Et c'est à l'audience de jugement, donc très longtemps après les faits, que, en réalité, on a su ils ont, à la réponse du juge, que le juge posait une énième fois, ils ont dit, bah oui, en fait, j'ai été exposé à des images pornographiques sur l'ordinateur de mon grand-père. Et donc, on voit que tout ce travail a été vraiment utile pour pouvoir reconstruire tout le monde. Et l'action judiciaire aussi a été tout à fait salutaire, puisqu'ils ont conscience aujourd'hui que les actes ont des conséquences.
Ce qui a aidé la victime, c'est aussi l'action des parents, la même chose. Elle a vu qu'elle était protégée par ses parents, qu'on prenait la chose sérieusement, que ça n'était pas rien. L'action judiciaire aussi, parce qu'il y a une réparation avec des dommages-intérêts qui, là, sont payés par les parents, puisqu'on est sur la responsabilité civile, hein. Donc responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Et alors aujourd'hui, les frères et sœurs vont bien entre eux. Outre la phase judiciaire, il y a une démarche de pardon qui a été initiée avec une psychothérapeute qui a aussi été très salutaire et à l'issue de laquelle, plusieurs mois après, la victime a pris spontanément la main de son frère auteur, ce qui a énormément touché les parents. On voit qu'il y a vraiment une réparation qui s'est faite, même si évidemment ça laisse des séquelles, hein, et au sein de la famille, parce que ça reste très douloureux, chez les enfants, à la fois auteurs et à la fois victimes, et les frères et sœurs, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a le reste de la fratrie qui trinque, entre guillemets, de toute cette affaire, et eux aussi doivent être pris en charge. Donc la moralité, la conclusion qu'on peut tirer de ça, et d'ailleurs c'est ce que ses parents ont souhaité que je porte aujourd'hui à l'occasion de ce colloque, c'est qu'il faut encourager les parents à agir, même si c'est extrêmement difficile, à agir en tant que parents pour montrer à la victime qu'on prend au sérieux, que c'est grave, montrer aussi aux auteurs. C'est un acte de courage, c'est vraiment une preuve de courage. Et c'est aussi la responsabilité de parents de veiller sur tous les enfants, etc. On ne peut pas se contenter d'une démarche de pardon, elle est indispensable, mais la phase judiciaire l'est aussi. Il y a un délit, voire un crime, c'est indispensable que la justice intervienne. Et là, dans ce dossier, il y a aucun regret sur la façon dont ils ont agi. Et je pense que du coup, on peut avoir là, ici, quelques clés de réussite pour la reconstruction de toute cette famille, et donc des auteurs mineurs et de la victime mineure. C'est donc maintenant Violaine Thomas qui prend la parole. Donc je vais prendre la suite. Alors, moi, j'interviens sur un terrain un peu différent. Donc, pardonnez-moi si j'écorche un peu les termes juridiques. Voilà, c'est pas ma spécialité. Donc moi je suis partie de cette question, quelle juste attitude adopter de la part des familles et de la société face aux violences sexuelles des mineurs, que faire auprès des familles? Voilà, c'est un peu ce qu'on m'avait rapporté comme question. Alors juste pour arriver dans mon propos, je voulais préciser un petit peu dans quel cadre j'intervenais dans la chaîne des prises en charge. Moi j'interviens dans le volet civil, c'est-à-dire que je suis donc au service judiciaire d'investigation éducative, qui est un service financé par la PJJ. En fait, quand le juge des enfants est alerté d'une situation d'enfance en danger, donc partie civile, et qu'il a besoin d'en savoir plus sur la situation familiale notamment, il peut ordonner ce qu'on appelle une MJIE, une mesure judiciaire d'investigation éducative. C'est une mesure judiciaire qui dure 6 mois, pendant laquelle je suis amenée à rentrer dans la famille, rencontrer l'enfant en question ou les enfants, par le biais d'entretiens, de visites à domicile. Voilà, j'ai 6 mois pour cette mesure, au cours de laquelle je vais investiguer alors on est une structure assez spécialisée, je crois qu'on est la seule structure en France à faire ça. On a une approche très systémique, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre en compte tout l'environnement de l'enfant pour essayer de comprendre en quoi le juge des enfants a été alerté sur une possible situation d'enfance en danger. Voilà, donc forcément, vous comprenez que là, mon intervention, je vais vous parler de familles dans lesquelles l'attitude adoptée n'était pas forcément ajustée, puisque le juge des enfants s'oriente vers nous quand il y a besoin d'y voir plus clair. Voilà, donc en fait, en l'occurrence, là, ce qui nous intéresse sur les violences sexuelles, moi, quand j'interviens, j'essaie tout d'abord de déterminer en quoi le système familial, quand il y a auteur, en quoi le système familial a pu éventuellement amener à ce comportement déviant. Est-ce qu'il y a un climat incestueux? Est-ce qu'il y a des violences familiales, maltraitance, enfin voilà, des carences éducatives? Mais aussi, du point de vue de la victime, qu'est-ce qui fait comment la famille peut protéger la victime, notamment quand il y a au sein de la famille l'auteur et la victime, et comment la famille peut se reconstruire après ça. Donc, je vais vous donner, pour que vous y voyez plus clair, je vais vous donner 3 cas cliniques
en essayant d'être rapide. Alors, je vais un peu couper dans les virages, donc ça va être un peu caricatural parfois, mais pour que vous voyez un petit peu comment les parents souvent se positionnent quand ils sont confrontés aux violences sexuelles entre mineurs. Voilà, donc premier cas, on a le cas d'une famille qui a eu tendance à dramatiser la situation. Deuxième cas, minimisation de la part de la famille. Et troisième cas, qui est assez intéressant, j'espère que j'aurai un petit peu le temps de m'éterniser dessus, c'est une famille qui a mis en place tout ce qu'elle pouvait, vraiment qui a fait du mieux qu'elle pouvait, mais qui s'est sentie très... voilà, qui a mis en place du mieux qu'elle pouvait, malgré les injonctions extérieures qui ont été parfois mal vécues. Donc première famille, il s'agit d'une petite fille qui a été placée dans un contexte de conflit parental très important, massif, dont elle était l'enjeu. Et cette petite fille, quand on l'a rencontrée, elle avait 9 ans. À l'époque des premiers faits, elle avait 6 ans. Il y a eu une information préoccupante qui est partie de son école parce qu'elle a été retrouvée dans les toilettes avec une autre petite fille toute nue à essayer de mettre un objet dans les fesses de cette petite fille. Donc voilà, une première information préoccupante est partie. Il y a eu une AEMO. Aide éducative en milieu ouvert, qui a été mise en place. Et donc cette petite fille habitait chez son père, qui a tout de suite été très culpabilisant vis-à-vis d'elle. Cette petite fille allait le week-end chez la mère, avec la mère ayant des carences éducatives très importantes. Donc le père a été très culpabilisant dans la dénonciation de sa fille, de ce qu'elle avait fait, en lui disant qu'elle risquait d'être placée suite à tout ce qu'elle avait fait. Voilà, et elle a effectivement été placée, pas du tout pour ces faits-là, mais parce que les parents n'ont pas réussi. Le conflit de couple était trop important. Et lors d'un premier placement en famille d'accueil, cette petite fille a réitéré les mêmes gestes vis-à-vis d'autres enfants de la famille d'accueil. Donc elle a été placée dans une deuxième famille d'accueil. Elle a réitéré à nouveau, mettant en scène d'autres petites filles en les mettant toutes nues. Voilà. Et nous, quand on a rencontré cette petite fille et les parents dans un travail d'investigation, on s'est rendu compte donc d'une grande dénonciation de la part du père, une mère complètement débordée et chez qui cette petite fille avait vu des contenus pornographiques et avait vu sa mère dans des ébats amoureux, la mère se prostituant. Donc en fait, cette petite fille a très mal vécu le fait que ce qui était pour elle un traumatisme et ce qu'elle essayait de... Enfin voilà, les manifestations qu'elle a montrées dans du comportement sexualisé, grave, hein, le traumatisme qu'elle a vécu n'a pas du tout été pris en compte, il n'y a pas du tout eu de prise en charge psychologique, etc. Et les parents sont passés complètement à côté, en fait, d'une manifestation qu'elle voulait montrer à ses parents. Donc premier cas, dramatisation. Deuxième cas, minimisation. Une mère de famille qu'on a rencontrée dans lequel le fils et la fille, fratrie, un garçon de 12 ans, une petite fille de 8 ans. Et la petite fille a fait des révélations de caresses de la part de son frère sur elle. Cette mère a eu tendance à minimiser les faits en disant que c'était un jeu sexuel de la part de son fils. Le fils lui-même, victime un an avant, d'agression sexuelle de la part d'un petit camarade de classe. Quand il a été victime, la mère a tout de même porté plainte avec son fils, mais elle n'a pas du tout pris la mesure de la souffrance de son fils et a eu tendance aussi à minimiser, sachant que le fils continue à être avec le harceleur, a eu tendance à minimiser la souffrance que pouvait exprimer le fils. Donc voilà, quelques mois après, il a réitéré sur sa sœur, et la mère, quand on a pu la rencontrer, elle ne prenait pas la mesure du geste de son fils et dans ses actions, notamment par exemple, elle a par exemple éloigné sa fille en la confiant à une amie, une petite fille de 8 ans, donc à une amie pour l'année, et gardant son fils avec elle, son fils allant mal. Voilà, donc pour vous montrer une difficulté de la part de la mère à se positionner non seulement vis-à-vis de son fils qui a été victime, mais vis-à-vis de son fils aussi qui a été auteur sur sa fille. Dernier cas sur lequel je vais essayer de m'éterniser en étant rapide aussi. Donc, au-delà de ces écueils de dramatisation ou de minimisation, le dernier cas que je veux évoquer, c'est le cas d'une famille dans laquelle une jeune fille de 12 ans a révélé à ses parents des faits d'agression sexuelle de la part de son frère, qui a aujourd'hui 14 ans, 15 ans, qui ont duré pendant 4 ans. Les parents l'ont tout de suite entendu, l'ont tout de suite cru, ont confronté leur fils et qui a tout de suite révélé aussi. Donc ils ont pris les mesures nécessaires qui pensaient protéger leur fille en éloignant le fils, en le mettant en internat et le week-end chez la grand-mère, quand la grand-mère n'était pas disponible, à l'hôtel, pour éviter tout contact entre le fils et la fille. Donc ils ont
tenté, comme il pouvait, de prendre en compte la parole de la fille, la souffrance de la fille, et aussi la souffrance de leur fils, qui va très mal. Et donc, ils ont fait face à cette culpabilité dont parlait aussi Adeline tout à l'heure, triple culpabilité chez eux. Tout d'abord, sentiment de culpabilité de n'avoir rien vu venir et de n'avoir rien vu pendant 4 ans. C'était sous leur toit tous les soirs. Culpabilité aussi face à l'ambivalence de leurs sentiments qu'ils ont très bien exprimés quand on les a rencontrés, écrasés par l'horreur de ce que leur fils a pu faire, et en même temps aimant leur fils, vraiment aimant leur fils, et voulant aussi le protéger et faire en sorte qu'il aille mieux. Et puis, culpabilité renvoyée par le juge des enfants au moment de l'audience, qui, sur la foi d'un premier retour de l'avocate et de l'administratrice ad hoc de la fille, avait pointé un positionnement trop peu protecteur des parents. Et donc, ces parents, ils se sont trouvés jugés et accusés, en fait, par la société, si je peux dire. D'abord, de la part du juge des enfants qui a considéré que la parole relayée par l'avocate, qui était très à charge contre le fils, n'était pas la parole de cette petite fille. Donc la petite fille qu'on a rencontrée nous a dit « Mais moi, je n'ai jamais dit ça. J'avais besoin de libérer ma parole. J'ai besoin que mon frère me demande pardon, mais je ne voulais pas que la machine judiciaire s'emballe comme ça. » Donc les parents ont été très atteints de la façon dont la justice a pris en compte leur cas. Et puis, les parents ont également tenté de mettre en place une thérapie familiale. Alors, je tairai le nom de cette structure parisienne. Ils ont tenté de mettre en place une thérapie familiale pour réparer, pour tenter de réparer ce qui s'était passé. Et ils se sont sentis à nouveau jugés par des pratiques un peu idéologique, des psychologues qui ont pris en charge la famille. Je vais vous donner 2 exemples. La jeune fille qui a été entendue est arrivée en fait avec un petit porte-clés licorne à la mode. Et les professionnels de cette psychothérapie ont pu relayer auprès des parents le fait que la petite fille avait voulu montrer à travers cet objet de la licorne, objet phallique, le traumatisme qu'elle avait subi avec son frère et combien il fallait la protéger. Et puis le garçon, quand il a été entendu dans la psychothérapie familiale, a pu dire qu'il était content parce qu'il avait pu souhaiter l'anniversaire de sa sœur un week-end où elle n'était pas là, en laissant sur le lit de sa sœur un cadeau. Donc les professionnels ont interrogé quel était ce cadeau, et c'était des pistolets à eau. Et alors là, gros raccourci, voilà, le fils a voulu par là montrer, je vous passe les détails, l'éjaculation, etc. Bref. Donc les parents se sont sentis très très attaqués, et les enfants aussi, vous voyez, par des professionnels qui n'ont pas forcément eu une position ajustée. Et c'est toute la difficulté, alors sans être non plus sans charger mes collègues, etc. Mais je voulais juste pointer du doigt la difficulté qu'il y avait aussi pour nous professionnels à se mettre à la portée de la famille et à essayer d'entendre et de comprendre avec leur histoire. C'est pour ça que nous, on est vraiment dans une approche systémique, avec leur histoire, avec leur vécu, leur personnalité, la façon dont eux gèrent ça, et essayer d'être au plus près de leur prise en charge. Et pour terminer sur une note positive, donc il y avait une procédure pénale pour le garçon, qui a bénéficié de cette fameuse MEJP, comme ça qu'on dit, mesure éducative judiciaire, donc qui a été mise en place entre pré-sententielle, entre le moment où on a décidé qu'il était coupable et avant la sanction qu'il allait donner. Il a bénéficié de cette mesure éducative pénale. Moi, j'ai été en lien beaucoup avec l'éducateur de l'UEMO qui avait en charge ce jeune garçon et qui a fait un travail extraordinaire et qui continue ce travail d'aide à l'éducation, en fait, de la prise de conscience pour ce jeune de ce qu'il a pu commettre, et qui fait un très beau relais entre les parents, la famille et le jeune auteur. Voilà, donc pour terminer sur une note un peu positive. Je suis désolée, j'ai vraiment fait au plus rapide. Je tenais à vous exposer cette dernière situation en écoutant un peu les autres, mais voilà, peut-être que pendant les questions-réponses, je pourrais un peu plus étayer. Donc nous écoutons maintenant Frédéric Théier, procureur de la République à Rouen. Merci. Alors, je vais essayer d'être synthétique moi aussi, mais le rôle du parquet qui vous a été décrit a montré, je crois, qu'il est important en la matière et à plus d'un titre. Parce qu'effectivement, le parquet est celui qui
poursuit, enfin qui dirige les enquêtes faites par les policiers et les gendarmes et qui les poursuit ensuite lorsqu'il estime qu'il a suffisamment de preuves contre un auteur identifié, mais il est aussi l'autorité de protection de l'enfance, la première autorité de protection de l'enfance en tout cas, c'est-à-dire le filtre vers qui tous les signalements d'enfants en danger arrivent, pour ensuite faire le départ de ce qui doit être confié au juge des enfants, ce qui peut rester, si vous me permettez de le dire comme ça, en assistance éducative administrative, sans qu'un juge des enfants intervienne, ou ce qui n'a besoin purement et simplement d'aucune intervention. Donc finalement, si je dis ça, c'est pour dire aussi que nous sommes saisis des affaires de violence sexuelle entre mineurs, pour revenir à notre sujet, par ces deux portes d'entrée. Il n'y a pas de césure peut-être aussi nette que notre maître de conférence nous l'a indiqué, en tout cas pour les praticiens. C'est-à-dire que comme ce sont les mêmes personnes qui reçoivent ces signes, qui agissent en assistance éducative et au pénal, qu'on soit du côté du parquet ou du côté du juge des enfants, finalement, on va jouer, si vous me permettez l'expression qui est malvenue, mais sur les deux tableaux, pour essayer d'être le plus efficace possible et pour s'adapter sans... En tout cas, on l'essaye, pour s'adapter sans dogmatisme à la particularité de chacune des situations qui nous est soumise. Alors le signalement, quand même d'un mot, je ne peux que abonder dans le sens de M. Goulec sur le cri du CRIAFS qui nous a dit il faut signaler. Oui, il faut signaler. Voilà. Le parquet, là encore, agit sans dogmatisme. On sait lire des signalements, c'est notre métier. Surtout que ce sont des parquetiers, des mineurs qui sont quand même particulièrement sensibilisés à la matière, qui les lisent et qui ensuite discernent précisément s'il faut mieux agir en assistance éducative pour protéger l'enfant, pour l'aider dans ses difficultés, ou en matière pénale pour le réprimer, voire encore une fois dans les deux matières. Je suis d'accord également qu'il faut préserver des espaces de parole dans notre société et qu'il ne faut pas imposer à tous les professionnels, et notamment aux médecins, d'impérativement révéler, parce que sinon ça veut dire qu'une victime qui, et notamment je pense là plutôt aux victimes majeures, qui, en pleine connaissance de cause, avec tout l'accès à leur conscience, à leur raison, choisiraient de garder ça pour elles, en tout cas de ne pas judiciariser, elles ne pourraient pas en parler à quiconque. Voilà. Et ça, je pense qu'il est important que ces personnes-là, qui encore une fois, font un choix délibéré, qui appartient à leur liberté, à leur libre arbitre, de ne pas vouloir judiciariser, il faut qu'elles puissent le faire. Voilà. Mais ça suppose le libre arbitre, etc., etc. Et dans toutes les autres situations, je pense qu'il est essentiel de révéler. Et évidemment, s'agissant des mineurs, il me semble aussi important que la révélation se fasse. Bref, une fois qu'on est saisi de tous ces signalements, que ça nous vienne d'un article 40 du Code de procédure pénale, que ça nous vienne d'une information préoccupante, d'une plainte ou d'autres manières, la première question qu'on va se poser, une fois que l'enquête a été diligentée, c'est celle du discernement, et qui vient évidemment avec l'âge. Je parle du discernement de l'auteur. Le plus de 13 ans, très clairement, on ne se pose pas la question. Enfin, on ne se pose pas la question. Non, plus de 13 ans, on ne se pose pas la question. Il est pénalement responsable. Et s'agissant d'affaires de mœurs, ce qu'on appelle les mœurs, c'est la grande catégorie des agressions sexuelles, des viols, mais aussi, ça n'a pas été évoqué, mais tout ce qui est la diffusion des images pornographiques représentant le mineur, tous ces nudes que les jeunes envoient maintenant de façon... assez inconsidéré, donc des photos d'eux dénudés dans des postures sexualisées qu'ils envoient par SMS ou par les réseaux sociaux et qui sont diffusées ensuite au titre du revenge porn ou de je ne sais quelle autre intention malveillante. C'est aussi, ça laisse des traumatismes évidemment importants. Dans toutes ces affaires, le parquet va considérer que c'est grave et que c'est suffisamment grave du coup pour qu'on saisisse, qu'on donne une suite judiciaire. La question se pose pour on va dire les 11-12 ans. Parce qu'en dessous de 10 ans, effectivement, on ne va pas aller rechercher une responsabilité pénale, on sera bien plus dans l'action éducative pour la protection du mineur. Considérant que son comportement est plus le révélateur d'un mal-être et sans doute peut-être d'abus antérieurs, peut-être d'un tas d'autres facteurs. Mais la question se pose pour les 11-12 ans. La présomption d'irresponsabilité pénale que pose le Code de justice pénale des mineurs, elle peut être renversée.
Et elle peut être renversée par tout moyen, dit le texte. Donc ça peut être des témoignages des parents, des proches qui diraient que ce jeune, même s'il a 11-12 ans, il est particulièrement mature, auquel cas on peut le poursuivre. Je pense que dans la majeure partie des cas, le tribunal pour enfants voudra quand même une expertise psychologique ou psychiatrique sur laquelle s'appuyer. Je vous cite un cas depuis donc, septembre 2021 où le parquet de Rouen a poursuivi un mineur pour des faits qu'il avait commis avant ses 13 ans et après ses 13 ans. Le tribunal pour enfants a estimé qu'il ne fallait pas retenir sa responsabilité pénale pour les faits avant les 13 ans parce qu'une expertise psychologique disait oui, il est mûr, il est particulièrement mûr, donc il était pénalement responsable, il savait ce qu'il faisait, il savait que c'était réprimé par la loi, néanmoins il l'a fait. Mais l'expertise psychiatrique disait l'inverse. Voilà. Et donc le tribunal pour enfants, dans le doute, a considéré que ça devait bénéficier aux mineurs. Et alors pour les moins de 11 ans, c'est pas parce qu'on ne saisit pas le juge des enfants et qu'on ne donne pas de suite judiciaire pénale qu'on ne fait rien, évidemment. Déjà, on fait une enquête pénale. Parce qu'on pourrait considérer que finalement, mais qu'est-ce que ce procureur qui diligente une enquête en envoyant les gendarmes et les policiers pour une affaire dont il sait pertinemment qu'il ne donnera pas de suite devant une juridiction pénale, que ce soit le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Néanmoins, nous le faisons, et on l'assume assez de devoir le faire, parce que ça permet d'avoir une enquête précisément, dont le but est de savoir ce qui s'est passé, dans quel contexte, parce que la révélation de l'un ne sera pas ce qu'a vécu l'autre, les témoignages des uns et des autres, tout ça, lorsque ce sont des policiers et des gendarmes dont c'est le métier là encore, parce que ce sont des enquêteurs spécialisés, d'unités spécialisées, ça permet quand même d'avoir une connaissance des faits aussi proches que possible de la réalité. Et ensuite, ça permettra le travail éducatif. Ça permettra aussi souvent de faire émerger cette parole sur est-ce qu'il y a eu un abus sexuel ou pas. Alors parfois, c'est in extremis qu'on finit par l'apprendre. Mais malgré tout, cette enquête permet ça. Et puis parce que l'uniforme du policier, l'uniforme du gendarme qui interroge un enfant de 8-9 ans qui a commis des abus sexuels, ça pose quand même s'il n'y aura pas de suite judiciaire, ça pose quand même le principe de l'interdit, le principe de la loi, et je pense que c'est important que le mineur l'entende. Alors on ne l'entend pas en garde à vue, évidemment, déjà c'est pas possible juridiquement, et ce serait évidemment inopportun. On ne l'entend même pas comme mise en cause, on l'entend comme témoin dans ce qu'on appelle des procédures Mélanie, c'est-à-dire dans des salles d'audition qui sont spécialement aménagées, avec des vitres sans teint pour qu'on ne voit pas la caméra qui filme, et avec des... voilà, c'est child-friendly, comme on dit, pardon de l'anglicisme, c'est comme ça que c'est évoqué. Et voilà, je m'auto-censure. J'en viens du coup à la réaction qu'on doit avoir, et notamment dans les fratries. Parce que les agressions sexuelles et les viols, juste pour compléter l'excellent état des lieux qui nous a été fait, c'est effectivement dans les fratries, mais aussi dans les familles d'accueil, dans les foyers, dans les fratries et plus largement dans les familles. Il y a beaucoup de faits de cousins de grands cousins sur des plus jeunes cousins. Dans les fratries, notamment les fratries recomposées, c'est factuel, hein, c'est-à-dire qu'il y a moins d'inhibition à passer à l'acte sur un demi-frère ou une demi-sœur, je le pense, que sur un frère ou une sœur. Et il y en a encore moins quand c'est l'enfant du nouveau conjoint d'un des parents que quand c'est au sein de la fratrie stricto sensu. Et puis il y a toutes les infractions de mineurs qui sont commises, enfin, les violences sexuelles entre mineurs qui sont commises entre copains, dans le cadre du lycée, dans le cadre du quartier, etc. Dans le cadre de la famille, il y a une question qui se pose au procureur, c'est que faire des enfants ? Est-ce qu'on peut les laisser cohabiter sous le même toit ? Et ça, c'est souvent assez traumatisant pour les parents qui ont eu parfois le courage, comme ça a été évoqué, de révéler les faits. On imagine la violence pour des parents, que c'est de dénoncer leurs enfants. Et même quand ils ne sont pas à l'origine, on peut imaginer qu'ils veuillent montrer qu'ils font ce qu'il faut, qu'ils peuvent être protecteurs de l'enfant victime, en même temps qu'ils peuvent être les éducateurs de l'enfant auteur. Néanmoins, aux yeux du parquet, il est inconcevable de laisser les enfants cohabiter et de continuer de laisser la victime, au moins dans un premier temps, dans les premières semaines ou mois, mais plutôt mois, il faut être lucide, coexister avec celui qui l'a abusé. Voilà. Et donc, on va demander le placement de l'auteur. Voilà.
Donc c'est massif, on a bien conscience, c'est une violence, mais c'est une violence institutionnelle, et finalement la justice est le lieu de l'exercice de cette violence institutionnelle, mais évidemment elle s'est aussi confiée à des professionnels qui font tout pour essayer de faire en sorte que ça se passe aussi bien que possible. Mais voilà, on le demande. Alors on privilégie les placements familiaux, évidemment, plutôt que les placements en institution, parce qu'on sait que là encore, il y a un risque de récidive par d'autres enfants. Mais on va le demander, on ne l'obtient pas toujours, mais en tout cas, on va le demander. Je passe du coup tout de suite au jugement. Je passe sur l'administrateur ad hoc qui a été très évoqué, mais on pourra y revenir, évoqué très rapidement, on pourra y revenir au stade des questions. Le jugement, pour le parquet, là encore, si on poursuit, c'est pour demander une peine. Hein. Alors j'entends bien la primauté de l'éducatif sur le répressif, mais il y a des peines éducatives. C'est pas parce qu'on est sur une peine qu'on est nécessairement dans le purement répressif. Et ce qu'on va demander, c'est un sursis probatoire. Il est hors de question, en tout cas pour 90% ou 95% des mineurs, de les envoyer en détention pour ces faits-là. Ou alors on serait sur un mineur très inquiétant qui serait déjà récidiviste bien qu'encore mineur, ce qui est quand même exceptionnel. Donc on va demander un sursis probatoire, on va demander à ce qu'en général ce soit jugé au moins sur la culpabilité par le tribunal pour enfants statuant donc avec 3 personnes, un juge des enfants et 2 professionnels du monde de l'enfance, et non pas juste dans le cabinet du juge des enfants, pour donner encore une fois la solennité à hauteur de la gravité des faits. Et donc le sursis probatoire permettra de continuer le travail éducatif après la décision du tribunal. On va demander aussi l'indemnisation qui, même si elle n'est que symbolique, est importante malgré tout. Et voilà ce que je voulais dire, en tout cas rapidement. Mais je reviendrai, si vous avez des questions, bien volontiers sur le sujet. Voilà, nous écoutons maintenant Violette Guillois, qui est juge des enfants, justement, et qui va nous donner le dernier éclairage de cette table ronde. Alors bonjour à tous, on m'a demandé d'intervenir et de réfléchir avec vous sur le sujet de quel est l'intérêt de saisir la justice à la suite de violences sexuelles entre mineurs. Donc c'est un sujet qui questionne beaucoup de gens. Je le sais par évidemment les échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres au sein de mon activité professionnelle de juge des enfants, mais je dirais que plus largement dans un entourage personnel, associatif, dans la mesure où j'ai pu exercer cette fonction, j'ai été et je suis encore extrêmement souvent contactée autour de cette question, puisque il y a beaucoup de peur, beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes de la part des uns et des autres sur la manière de réagir, et ça me paraît normal. Alors, l'intérêt de saisir la justice, je dirais de façon générale, quel est l'intérêt de saisir la justice ? Pour obtenir réparation d'un préjudice, pour que l'auteur de l'infraction qu'on a subie ou qui a été subie soit déclaré coupable, soit puni de son comportement, pour que la loi soit posée, pour qu'une décision qui s'impose à tous pose les choses. On saisit la justice pour se protéger, on saisit la justice pour être reconnu en tant que victime, on saisit la justice pour protéger la société, pour éviter la réitération, la récidive. Donc toutes ces raisons m'apparaissent comme d'excellentes raisons de saisir la justice, et elles s'appliquent aussi évidemment aux violences sexuelles entre mineurs. Alors je ne reviens pas sur comment on l'a saisie parce que ça a été bien évoqué, je crois que maintenant vous êtes assez au clair sur cette question. Je reviens par contre sur un point sur le caractère particulier de la saisine de la justice pour ce qui concerne les mineurs. Ça va de soi, mais c'est bien de le dire et d'en prendre conscience. La justice, elle sera forcément saisie par un majeur. Le mineur, il n'a pas qualité pour agir en justice. Donc en fait, c'est une responsabilité qui incombe aux adultes. Comment donner une réponse à des violences sexuelles commises entre mineurs? C'est de la responsabilité à 100% des adultes, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on y réfléchisse ensemble. Alors naturellement, c'est une responsabilité qui va incomber aux parents de la victime, qui relève de l'autorité parentale, un ensemble de droits et de devoirs qui ont pour finalité l'intérêt de l'enfant. De manière générale, c'est une responsabilité qui incombe à toute personne majeure qui a connaissance de faits portant atteinte à la sécurité d'un mineur. Donc, je dirais, au-delà de l'article 40 qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est de la responsabilité de tous, des professionnels
ou non. Et c'est la responsabilité des adultes dans la société. Donc on est sur une question qui dépasse, à mon sens, largement la question professionnelle, qui est vraiment une question sociétale. La saisine de la justice est dépendante de l'action des adultes qui ont un rôle prépondérant. Les mineurs sont les premiers concernés, ce sont de fait les adultes auxquels il incombe de poser le cadre, les limites de ce qui est autorisé, de ce qui est interdit. Donc en fait d'être éducateur des jeunes, de nos jeunes. La meilleure raison d'intervenir, me semble-t-il, au niveau judiciaire est quand ça paraît nécessaire sur un plan éducatif. Donc il me semble que l'approche en fait n'est pas tant celle de la réponse qui va être donnée, des suites qui vont être données, voilà, je suis confrontée à des violences sexuelles entre mineurs. Est-ce qu'il faut que je saisisse la justice de manière éducative par rapport aux cas auxquels je suis confrontée, aux enfants auxquels j'ai affaire et à leurs actes? Voilà. Est-ce qu'il faut aller plus loin que la simple réponse que je peux donner dans ma sphère privée? Est-ce qu'il faut aller devant la justice? Est-ce que c'est nécessaire pour participer à la réponse éducative? On l'a vu, mon collègue procureur vient de l'évoquer, le simple fait d'aller à un moment donné devant des gendarmes, de tirer au clair une situation est pour moi une réponse éducative, est une réponse quelque part où on fait rentrer quelqu'un de l'extérieur dans la situation qui nous est soumise. Et le but, c'est évidemment, puisque je crois que le but, agir, prévenir, guérir, c'est évidemment que ça ne se reproduise pas et que ça ne laisse pas de traces, parce qu'on sait bien les traces que laissent les violences sexuelles auprès des victimes, notamment, mais aussi des auteurs. La problématique, me semble-t-il, donc, c'est pour chacun d'entre nous comment se positionner en adulte responsable confronté à telle situation, que l'on soit professionnel ou non. Donc l'adulte doit se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est des violences supposées, avérées? Est-ce que les faits dont j'ai connaissance rentrent dans le champ des violences humainement proscrites au niveau sexuel, légalement proscrites? Parce qu'on voit qu'il y a une petite nuance. Les violences sexuelles, ça va au-delà de l'agression sexuelle ou de ce qui va revêtir une qualification pénale proprement dite. Voilà, quelle norme n'est pas respectée? Est-ce que c'est juste la morale? Est-ce que c'est la loi? Comment je dois me positionner, moi, en tant qu'adulte? Donc, on l'a vu au plan pénal, il y a des définitions très précises, très nettes. L'agression sexuelle recouvre une réalité juridique très précise. Mais voilà, je crois qu'en tant qu'adulte, on doit aussi réfléchir à la manière de répondre à la difficulté à laquelle on est confronté, aux violences ou ce qui s'apparente à des violences auxquelles on est confronté, peut-être que plus largement qu'en ayant un réflexe finalement de juriste ou de penser aux suites qui vont être données. Je crois qu'il faut vraiment se positionner en tant qu'éducateur. Est-ce que les enfants qui ont posé des actes qui me paraissent anormaux doivent entendre une réponse et laquelle? Est-ce que moi je suis en mesure de leur donner cette réponse, ou est-ce qu'il faut que je fasse appel à des professionnels qui, eux, vont avoir peut-être une autre manière de voir les choses? Donc il faut faire un tri. On a parlé de discernement. Alors évidemment, en matière d'agression sexuelle, on parle de discernement pour l'auteur des faits, c'est essentiel, mais je crois qu'il y a un vrai discernement à faire pour les adultes en fait qui sont confrontés à cette situation-là. Voilà, la manière dont les faits me sont révélés rendent-ils ces faits plausibles? Il ne faut pas s'emballer. Tout n'est pas violence sexuelle. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, ce qui n'était pas le cas avant. On l'a vu, il y a effectivement des situations qui ne rentrent pas dans la violence sexuelle, qui sont innocentes, mais évidemment, la frontière, elle est toujours difficile à comprendre et à poser. Je dirais que pour les adultes, ce n'est pas toujours simple de traiter de ces questions avec les enfants. Donc voilà, il faut réellement réfléchir, éventuellement entre adultes, si soi-même on se pose des questions pour savoir comment adapter son discours et sa réaction.
Est-ce que le discours de l'enfant est fiable ou pas? On sait que les enfants peuvent avoir des propos, je dirais, très loin de la réalité. Pour autant, il est manifeste qu'un très jeune enfant qui va avoir des propos extrêmement précis sur des faits sexuels qu'il a subis, ça laisse en général peu de place au doute pour les personnes qui sont en lien avec cet enfant. L'âge des protagonistes, la différence d'âge entre l'auteur et la victime présumée, le traumatisme apparent chez la victime présumée, l'identité de l'auteur présumé, le cadre dans lequel les faits se sont déroulés. Tout ça, c'est des questions, il faut être assez factuel en la matière pour voir si on est vraiment confronté ou pas à une situation de violence sexuelle et puis quelle suite on donne. Alors, à l'issue de cette première phase de discernement personnel, soit je suis totalement rassurée, même si je suis complètement rassurée, je pense qu'une action éducative préventive vis-à-vis des jeunes concernés est nécessaire en tant qu'adulte. La découverte du corps, de son corps, du corps de l'autre, c'est une étape naturelle de la construction de la personnalité, mais les notions d'intimité, de consentement, elles peuvent être abordées avec des mots simples, même avec des très jeunes enfants. Et ça, c'est de la responsabilité de chacun de poser la norme en la matière. Si je suis inquiète, si je pense qu'une agression a effectivement eu lieu, je dois prendre mes responsabilités et faire face à cette situation. Donc les parents se demandent, si c'est mon enfant, est-ce que je dois déposer plainte? Rappelons que le besoin de sécurité est un besoin fondamental de l'enfant, que déposer plainte ou signaler une situation préoccupante, c'est faire un acte positif pour protéger mon enfant et ceux des autres, y compris, je dirais, indépendamment des suites pénales. On l'a vu, il y a toute une action civile de la justice. On n'est pas que sur du pénal. S'il ne s'agit pas de mon enfant, que dois-je faire? Finalement, réagir avec du bon sens, contacter les parents de la victime, en échanger avec eux, sauf si, évidemment, c'est des parents manifestement défaillants, échanger avec les parents de l'auteur présumé, signaler éventuellement les faits au département par le biais d'une information préoccupante, si les parents ne prennent pas leurs responsabilités. Mais voilà, il est temps pour moi de finir, et important pour la personne qui est confrontée à ces faits, de pouvoir en parler. Si je continue à me questionner, il faut faire appel à un professionnel. Alors, je vais aller directement sur peut-être des pistes d'approfondissement sur ces questions-là. Cette question-là, je dirais à contrario, qu'est-ce qui fait obstacle à la saisine de la justice? Des fantasmes, des peurs. Beaucoup de gens ont peur que la machine s'emballe. Alors c'est vrai, la machine s'emballe, mais parfois la réponse judiciaire, la justice est humaine et faillible, n'est pas forcément toujours la bonne, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas poser les choses, poser le cadre et y recourir? On sait que s'il n'y a pas de saisine de la justice, et puis si les faits sont tus, cela ressurgira. Et c'est parfois bien pire que tout. La peur de nuire à l'auteur présumé. Les gens ne saisissent pas la justice parfois parce qu'ils ont peur des conséquences. Là encore, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine confiance vis-à-vis des professionnels. Ne pas saisir la justice pour ne pas nuire à l'auteur, c'est finalement nuire à l'auteur, puisque l'auteur, il a besoin d'une réponse judiciaire. Il a besoin d'une réponse en fait adaptée aux faits qu'il a commis. Alors, on parle aussi de la réalité, on en a parlé un petit peu. C'est une réalité, la lenteur de la justice, la lenteur des délais procéduraux, des délais d'enquête, la lenteur de la réponse pénale. Alors certes, ça peut questionner, mais je crois encore que ce n'est pas une bonne raison pour ne pas saisir la justice. Il est important que les choses soient nommées et que le droit, la loi, soit posée. Alors pour moi, la plus grande erreur, ça serait l'indifférence des adultes au niveau éducatif face à une situation de violence sexuelle. Ce qu'attendent les mineurs, j'en ai côtoyé beaucoup, énormément, presque tous les jours.
pendant 6 ans des victimes, des auteurs. Ce qu'ils attendent des adultes, en fait, c'est que les adultes prennent leur place d'adulte et posent une réponse où chacun est reconnu à la place qui est la sienne, que la réponse judiciaire soit adaptée à la gravité de l'acte posé. Donc, en fait, finalement, tous les intervenants l'ont un petit peu dit. Ce qui est important, c'est d'être dans une réponse mesurée et éducativement juste, parce qu'effectivement, on va faire du dommage si la réponse elle est trop forte ou elle est inadaptée, et s'il n'y a pas de réponse, quand la réponse elle est bien posée au niveau judiciaire, c'est le préalable à d'autres phases, notamment de reconstruction personnelle et de pardon. Donc l'accompagnement éducatif de ces situations par tous me paraît absolument essentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la salle, donc on va passer directement à la phase des questions. Jean-Pierre Gridel, magistrat du siège au civil. Et j'ai beaucoup aimé apprécier. Je me suis instruit en vous écoutant tous et toutes. Je m'occupe notamment d'assistance éducative et des signalements venus par l'éducation nationale. J'en vois pas mal. 3 brèves observations ou pistes comme vous voudrez. Je ne sais pas si chacune peut recevoir une réponse suffisamment longue. 1. Y a-t-il dans l'éducation nationale, je ne sais pas s'il y a des membres de l'éducation nationale dans l'assistance aujourd'hui, y a-t-il des freinages de la hiérarchie au titre du pas de vague? Dans la meilleure des hypothèses, est-ce qu'on ne risque pas de vous dire, bon, d'accord, fichez-nous la paix, on va changer votre enfant d'établissement, ce qui ne vous arrange pas toujours si on l'envoie à 50 km, car Paris n'est pas la France. Bon, y a-t-il, si le professeur ne dénonce pas, ça a été évoqué par le premier orateur de la table ronde, parce que la hiérarchie lui dit taisez-vous, vous aurez rencontré de grandes difficultés, il y a quand même un phénomène d'excuse absolutoire et de mise en quarantaine par les collègues. Ça n'est pas toujours très agréable, mais il faut pouvoir passer au-dessus. On peut en discuter, c'est vrai, j'ai fait du pénal dans ma jeunesse, mais il y a longtemps. Mais enfin, je me souviens d'excuses absolutoires quand la hiérarchie ordonne. Deuxièmement, cette question que tout le monde a un peu évoquée, des cas de doublons et des accords entre l'éducation nationale et les parents. Comment gérer? L'idéal, c'est d'avoir tout le monde tirant dans le même sens. Une sorte de diarchie, mais c'est peut-être pas toujours possible. Cette difficulté, très rare j'espère, de la famille d'accueil indigne, auprès de laquelle l'ASE a placé une mineure. Je vois un cas pour lequel je crois que nous avons été condamnés récemment à Strasbourg. La mère la femme à laquelle l'enfant était confié était très bien, mais le compagnon était beaucoup moins bien. Et effectivement, certains dénoncent, c'est pas une mise en cause des juges des enfants, ils ne peuvent pas tout faire, mais est-ce qu'il y a un contrôle de la bonne action périodique sur les familles d'accueil? Merci de l'attention que vous m'avez prêtée. Je vais tenter de répondre au moins à la première question. En tout cas, pour ce que je constate, je ne peux parler que pour mon expérience et à Rouen. Je n'ai jamais constaté de frein mis à l'éducation nationale, par l'éducation nationale, à des signalements de ces enseignants ou de ces différents intervenants, à quelque titre que ce soit, dans un établissement scolaire. J'aurais même tendance à considérer qu'on commence à nous signaler dans une espèce d'inquiétude déraisonnable, mais pas que de l'éducation nationale. Je pense que les clergés sont aussi, et certaines associations de jeunesse sont aussi concernées, d'où l'importance de bien rappeler ce qui mérite d'être signalé et ce qui, en revanche, n'est pas une infraction, et pour retrouver de la sérénité chez tout le monde. Je constatais donc plutôt une tendance à nous signaler des faits qui, de mon point de vue, enfin, un enseignant qui reste porte fermée avec une élève pour discuter d'un devoir ou d'un comportement, si tout le monde dit qu'il ne s'est absolument rien passé, on reçoit des signalements c'est en général des chefs d'établissement qui, monsieur le procureur, parce qu'ils ont nos coordonnées, voilà ce qui s'est passé, est-ce qu'on doit vous le signaler? Non, par pitié, non. Voilà. Donc pas de frein. Voilà. Et quant alors, j'ai pas très bien compris la question de l'articulation éducation nationale et famille, mais en revanche sur la famille d'accueil, je pense que c'est effectivement une difficulté. L'agrément est accordé à l'assistante maternelle. Et l'agrément ne recouvre pas nécessairement l'ensemble de l'environnement familial et non plus l'évolution du contexte familial. Il est donné à un instant T, il y a quand même une pénurie des places en famille d'accueil et d'assistantes maternelles qui
qui fait que les conseils départementaux, ils recrutent. Voilà. Et ils ont besoin de recruter. Donc, je ne dis pas qu'ils sont moins vigilants, parce que ce ne serait pas juste de le dire, ils font attention. Mais néanmoins, on n'est pas à l'abri de cela et d'abus par le nouveau conjoint de l'assistante maternelle ou par les enfants des assistantes maternelles, etc. Mais j'ai connu aussi une situation d'enfants placés qui abusent des enfants de la famille d'accueil. C'est-à-dire que c'est aussi un risque que prennent les familles d'accueil, il faut en avoir conscience. On est saisi de ce type de procédure, ce qui évidemment est déplorable, mais parce que ces systèmes, on a l'impression que c'est le système qui les génère, mais les conseils départementaux essayent d'être vigilants malgré tout. Oui, non, mais juste une seconde, je n'ai pas été clair sur la deuxième question. Est-ce qu'il vous arrive, menant les investigations, en recevant les personnes concernées, vous approuvez, comme pénaliste que j'ai été dans mon jeune temps il y a longtemps de ça, vous approuvez les réalités de l'infraction dénoncée, etc. Et les parents viennent vous supplier en disant non, on va s'en occuper nous-mêmes. Est-ce que ça, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, alors effectivement, souvent il est déploré par des familles qui, je l'ai dit, estiment être en mesure de gérer. L'intervention judiciaire est déplorée. Je dirais, de mon point de vue, qu'il est délétère de laisser une situation, encore une fois, on parle bien de violence sexuelle. Voilà. Et donc, je crois que ce qu'a dit ma voisine était important sur le discernement, mais dès lors qu'on parle de violence sexuelle, je trouve qu'il est délétère de gérer ça avec une chape de plomb familiale ou qui sera vécue comme telle. Parce qu'un jour, le couvercle va sauter, d'une part, et que les dégâts seront colossaux. Je ne veux pas parler de déterminisme, mais malgré tout, dans les causes fréquentes qu'on rencontre, dans les causes, en tout cas dans les facteurs, qu'on rencontre aux abus sexuels, il y a le fait que l'abuseur a été lui-même abusé dans son jeune âge. Il n'y a pas de déterminisme. Mais je crois qu'il n'y a pas de déterminisme précisément quand il y a eu une intervention tiers. C'est-à-dire que quand la justice est intervenue, quand elle a fait tout le travail qu'il faut qu'elle fasse, alors je pense qu'on va aider la victime à éviter d'être un jour abuseur. Et si la famille prétend gérer ça avec le peu d'objectivité qui est la sienne, je crois qu'on court un gros risque. Et puis il y a aussi, et le procureur de la République ne peut pas vous tenir un autre discours, il y a aussi la société qui est légitime à intervenir sur ces faits qui évidemment cause un traumatisme à la victime, qui concerne un auteur, mais qui concerne la société tout entière. Voilà. Et encore une fois, le cercle clos de la famille ne m'apparaît pas suffisant pour régler ce genre de situation. Pardon, juste pour compléter, parce qu'on en discutait avec Adeline, ce qui est compliqué aussi pour les parents souvent de faire éclater les choses, c'est qu'il y a la menace du placement qui est très... Quand même, un placement, c'est douloureux, double peine pour l'enfant. La plupart du temps, en plus, c'est l'enfant victime qui va être placé. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je peux voir. Et c'est forcément très, très délicat. Et alors, je rencontre des super éducateurs qui font un boulot extraordinaire en foyer, hein, mais on sait qu'il y a aussi des comportements pas terribles qui s'y passent et que les familles d'accueil ne sont pas toujours... ce qu'on aimerait qu'elle soit. Voilà, donc c'est pas si simple pour les familles, effectivement. Très rapidement sur la question de l'excuse absolutoire, donc effectivement un professionnel dans une équipe, s'il veut signaler et que le reste de l'équipe et notamment la hiérarchie lui dit non, surtout on ne signale pas, il pourrait éventuellement, s'il ne signale effectivement pas, arguer de ce qu'on appelle le commandement de l'autorité légitime. En tout cas, il pourrait essayer, parce que le commandement de l'autorité légitime, c'est le principe des baïonnettes intelligentes, il ne faut pas que le commandement de l'autorité légitime soit manifestement illégal. Il se trouve que si un professionnel n'a pas de secret professionnel et qu'il est au courant d'actes qui ont été commis sur un mineur et que ce mineur est encore mineur, il doit le protéger, il a une obligation de signaler les faits, sinon c'est un délit de non-dénonciation, et donc s'il ne le fait pas, il ne pourra pas dire que ce commandement de l'autorité légitime l'excuse, étant donné que ce commandement est manifestement illégal. Par ailleurs, juste pour le préciser, au CREAF d'Île-de-France, on a aussi fait un livret sur le signalement, et pour terminer sur ce point, il y a souvent ce que je constate chez les professionnels qui viennent nous voir, alors quand ils viennent voir le CREAF, c'est que vraiment l'affaire est pas au meilleur point, c'est-à-dire que c'est déjà passé des petits trucs et que concrètement on est pour eux la bouée de sauvetage, à tort ou à raison, et on a
parfois des professionnels qui, jugeant que tel autre professionnel, que ce soit la justice, la santé ou peu importe, n'était pas suffisamment efficient, n'était pas suffisamment efficace, eh bien, il allait lui s'occuper de régler ce problème. Alors on a notamment les éducateurs qui prennent les mineurs chez eux. On a le psychologue qui prend en charge une des deux personnes, auteur ou victime, et qui se dit bah tiens, l'autre est franchement pas bien pris en charge, et qui va le prendre aussi en charge, avec des gros problèmes de déontologie, de fonctionnement, etc. Donc, il y a quelque chose qui est très compliqué dans ces sujets-là, c'est de se dire, voilà, tout n'est peut-être pas parfait, mais si moi, je fais mon travail correctement, je serai à ma place. C'est insatisfaisant hein, de voir qu'à la fin, ça n'a pas fonctionné de manière idéale. Mais si tout à chacun, on fait notre boulot comme il faut qu'il soit fait du mieux possible, normalement, c'est censé bien se passer. En revanche, les professionnels qui, voulant bien faire, font le boulot des autres, notamment les professionnels ou même les parents qui veulent faire un travail d'enquête. Je regarde le procureur de la République, à mon avis, vous en avez pas mal. Ça, c'est un désastre. Moi, j'ai eu un parent qui m'appelle parce qu'il apprend que sa mère a commis des attouchements sur sa fille à lui, donc grand-mère sur petite fille, et il était en train de m'expliquer qu'il avait fait les premières scènes qu'on voit dans le film Police. Oui, je l'ai interrogé, je lui ai montré sur une poupée comment on fait. Stop, arrêtez. Parce qu'il était en train de me dire, oui, il y a encore un truc qui n'était pas clair, je vais lui poser une question ce soir sur tel truc. Non, stop. C'est le boulot de la police, ça. Donc là, c'est un exemple, on pourra en donner plein d'autres, mais c'est aussi savoir quelle est sa place, quel est son rôle, et ne pas en sortir. Oui, bonjour, Éléonore Humani du barreau d'Aix-en-Provence. On a parlé de l'indifférence et de la réponse à apporter par la justice notamment, mais alors quid des classements sans suite, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Sur les violences sexuelles entre mineurs, notamment quand c'est des mineurs du même âge. Je pense à un dossier que j'ai, et le dossier effectivement a été classé sans suite depuis février. Je n'arrive même pas, depuis plus de 6 mois, à avoir la copie de la procédure pénale du dossier. Donc vous voyez un peu dans quel état peut être la victime, qui a révélé les faits 2 ans après qu'il se soit produit. Il n'y a aucune réponse, et l'auteur, lui, continue à se balader en toute impunité, en toute tranquillité. Et aussi, quid de la preuve, justement, parce qu'il y a eu une enquête préliminaire, il y a eu une confrontation entre les deux. Mais comment on fait au niveau de la preuve lorsque, évidemment, on a la parole de l'un qui dit « elle était consentante » et la parole de la victime qui dit « je n'étais absolument pas consentante ». Merci, maître, de votre question. J'imagine qu'elle s'adresse à moi. Non, mais elle est la bienvenue à plus d'un titre. D'une part, parce qu'elle me permet d'aborder l'opportunité des poursuites qui a été évoquée, et d'une part, parce qu'elle me permet d'aborder une question qui est inaudible et qui pourtant est inévitable, c'est celle des moyens. L'opportunité des poursuites, c'est le principe qui fait que c'est le procureur de la République qui choisit à quelle procédure il va donner une suite judiciaire. C'est un principe qui n'est pas incontournable, c'est-à-dire que quand le procureur a décidé d'un classement sans suite, la victime peut néanmoins saisir la juridiction, mais évidemment ça suppose notamment qu'elle ait la copie de la procédure et qu'elle surmonte, c'est un véritable parcours d'obstacles pour elle. Très clairement, donc évidemment quand c'est le parquet qui agit, c'est quand même bien plus simple, en tout cas moins compliqué. Et cette opportunité des poursuites, le procureur l'a fait en fonction d'un certain nombre de critères. Il y a la gravité des faits. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des faits dont on va considérer qu'ils ne sont pas déjà... alors déjà, il faut qu'on ait une infraction pénale, parce que sinon on ne se pose même pas la question de est-ce qu'on va la poursuivre ou pas. S'il n'y a pas d'infraction pénale, on ne poursuit pas. Donc si on a une infraction pénale et qu'on a un auteur identifié, l'opportunité des poursuites va faire nous demander qu'est-ce qu'on en fait de cette procédure. Est-ce que oui ou non on y donne une suite. Je ne vais pas vous dire que l'état d'engorgement de nos juridictions n'a pas d'influence sur notre décision. Voilà. Le tribunal correctionnel, alors pour parler des majeurs, parce que le tribunal pour enfants c'est moins vrai, donc, mais le tribunal correctionnel de Rouen, je reçois 40 000 plaintes par an. Je pourrais en poursuivre à peu près 12 à 15 000 parce que j'ai un auteur identifié, des faits qui ne sont pas prescrits et une infraction effectivement prouvée en procédure. Et mon tribunal rend 3 000 jugements, dont 1 500 dans la forme classique, c'est-à-dire d'une audience publique. Le reste, ce sont des formes accélérées, par courrier ou en plaidé coupable. Voilà. Donc vous voyez que le parquet est obligé de faire ce filtre, sinon on engorge encore plus la machine qu'elle ne l'est déjà. Donc on va avoir la gravité des faits, mais la gravité des faits rapportée à la capacité du jugement de la juridiction.
Ce n'est pas juste la gravité des faits dans l'absolu. Et puis la gravité des faits, il y a une gravité objective et une gravité subjective. Là, on est dans la science morale de base. C'est-à-dire qu'un fait objectivement grave, comme l'est par exemple le meurtre, si je le commets en état de légitime défense ou dans un état d'irresponsabilité pénale parce que j'ai une démence, la gravité subjective, pour le coup, elle est résiduelle. Bon. Et donc il faut qu'on fasse aussi cette appréciation des choses. Et évidemment, pour les victimes, entendre dire qu'un fait objectivement grave ne l'est pas ou l'est nettement moins d'un point de vue subjectif qui est la subjectivité de l'auteur, c'est compliqué à entendre. Voilà. Et pourtant, c'est notre responsabilité parce que devant le tribunal, on sait très bien ce que ça va donner. Parce que le tribunal, lui, va apprécier évidemment la gravité objective, mais encore plus parce qu'il faut qu'il personnalise la peine, la gravité subjective. Et puis, il y a la question de la preuve. La parole de l'un contre la parole de l'autre, on sait très bien ce que ça va donner. Le doute doit profiter à l'accusé. Alors, je ne sais pas si ma voisine de droite confirmera. Alors, le juge statue dans son intime conviction, pas seulement à la cour d'assises, parce que la cour d'assises, on le sait, c'est rappelé, mais même devant le tribunal correctionnel, c'est l'intime conviction. Donc le tribunal peut tout à fait être intimement convaincu qu'une infraction a été constituée, alors qu'on n'a que la parole de l'un contre la parole de l'autre, parce que précisément, les dires de l'un sont très crédibles, les dires de l'autre ne le sont pas, parce que la façon qu'on a de dire les choses, parce qu'effectivement, un jeune enfant qui a 3-4 ans, alors qu'il n'est pas du tout dans un contexte sexualisé, qui vous dit un certain nombre de choses, bon, voilà, là, on a la parole de l'un contre la parole de l'autre, qui va, en tout cas du côté du parquet, nous permettre de penser que ça suffit et qu'on y va. Voilà. En revanche, c'est vrai qu'entre deux adolescents, dont l'auteur aura, pardon de le dire comme ça, mais l'intelligence de dire qu'effectivement il y a une relation sexuelle, parce qu'on a des moyens matériels de la prouver par des prélèvements ADN ou je ne sais quoi, mais qu'elle était consentante. Alors là, la preuve de l'absence de consentement entre adolescents, c'est très compliqué. Et là, quand on a la parole de l'un contre la parole de l'autre sur cette question du consentement, effectivement, dans l'économie de moyens que j'évoquais, c'est un dossier dans lequel on aura tendance à classer sans suite souvent. Alors c'est compliqué de vous dire ça de façon générale parce que chaque dossier est vraiment, c'est vraiment la lecture des procès-verbaux qui fait qu'on va prendre une décision. Mais c'est vrai que je ne peux pas vous dire le contraire. Voilà. Évidemment, le manque de soutien par des éléments extérieurs, que seraient des éléments matériels ou des témoignages de la position de la victime, fragilise le dossier d'un point de vue du choix du procureur. Ce qu'on dit pour essayer de convaincre les victimes, c'est que, mais je pense que c'est aussi une façon pour nous de nous donner bonne conscience, c'est que finalement, si on renvoie ce dossier devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal pour enfants, le risque de relax est énorme et que finalement, avoir une relax 3-4 ans après, finalement, c'est presque pire qu'un classement sans suite. C'est un discours qui est facile à tenir pour les procureurs. Il est souvent mal reçu à juste titre par les victimes. Je le comprends, mais voilà, voilà à peu près. Donc, et dernier élément, sur les moyens matériels pour les copies d'avocats, les copies de procédure, mais le problème est même pire. J'ai des dossiers qui attendent des mois avant qu'ils soient attribués à un enquêteur. Le commissariat de police, le principal commissariat de police de Rouen, la sûreté départementale, le service qui mène ces enquêtes-là, est saturé avec des enquêteurs qui du coup sont dans un état de désespérance parce qu'ils ont des faits graves qui concernent des mineurs victimes d'infractions sexuelles et qui n'ont pas les moyens de les faire avancer. Voilà. Donc parfois, on est bien en peine de répondre aux avocats du fait des insuffisances de la machine judiciaire, de l'appareil judiciaire, mais aussi parce que la police elle-même est saturée de ce type de procédures et de procédures en général. Oui, pour compléter. Alors, moi, j'ai été confrontée beaucoup à cette difficulté-là avec des mineurs qui parfois ont été victimes de faits qui n'ont pas été reconnus dans leur qualité de victime. Il y a eu, par exemple, un classement sans suite qui vont poser des faits et qui vont se retrouver poursuivis et avec une réponse rapide au niveau judiciaire. Je dirais que voilà, de façon générale, on peut aussi avoir, puisque la vérité judiciaire reste une vérité judiciaire, c'est pas forcément la vérité absolue, hein, et en tant que juriste, on ne le sait que trop bien. On peut aussi avoir
une action éducative à ce stade, et je pense à votre cas, avec votre cliente qui doit être effectivement très en difficulté dans cette situation, voilà, lui expliquer les choses, lui expliquer voilà. Alors, ça justifie pas que la réponse au niveau, et puis après, en tant qu'avocate, vous avez, je dirais, des armes éventuellement à utiliser procédurales pour pouvoir outrepasser la réponse qui est donnée. À condition d'avoir la copie du dossier. Je l'entends. Bon, voilà, là on est dans des difficultés matérielles, mais je dirais que tout ça, à mon avis, ça nécessite vraiment un accompagnement à nouveau. Alors, je rabâche, mais pardon, Madame le juge, voilà. C'est ce qui est fait, l'accompagnement éducatif. Heureusement, la maman a pris les choses à bras le corps dès qu'elle a eu la révélation des faits, et l'enfant est bien évidemment suivi, et elle a été là. Dans un centre spécialisé, etc. Donc ça, c'est fait à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand même, la mère, même si elle s'est beaucoup renseignée sur le sujet, qu'elle a lu beaucoup de choses et qu'elle sait que ce genre de procédure, c'est souvent classé sans suite, c'est quand même très, très compliqué à gérer. Très compliqué à gérer. La difficulté reste entière, mais je dirais que la seule voie de l'accompagner, puisque moi, j'ai pu, en tant que juge des enfants, même si je travaillais dans un tribunal, on avait de très, très bonnes relations. On travaillait vraiment main dans la main avec le parquet mineurs, et c'est vrai que c'était très agréable. J'ai pu aussi me retrouver dans la même situation que vous, finalement, avec des mineurs que je suivais en tant que victime, victimes eux-mêmes d'infractions pour lesquelles on n'avait pas de suite, et avoir une action éducative quand les choses n'ont pas été dites, que chacun n'a pas été reconnu à la place qui est la sienne, c'est aussi très compliqué. Et même en tant que professionnel, je n'arrivais pas toujours. Mon collègue l'a dit, quelles sont les limites aussi. Ce sont les limites de la justice, dont on attend beaucoup. Après, on est sur un autre débat que celui qui nous intéresse aujourd'hui. Mais je dirais que l'action qu'on peut avoir, c'est vraiment une action éducative, et de la part de professionnels de la justice, magistrats, avocats, juristes, etc. Les jeunes, donc c'est pas juste la maman, les jeunes ont aussi besoin de comprendre que dans une affaire ou dans des affaires, c'est vrai que les affaires de violence sexuelle, on est très souvent quand même dans le cas de figure d'une parole contre une autre. Évidemment, ça ne se passe pas au grand jour, donc c'est dans le huis clos du huis clos du huis clos. Donc c'est très difficile d'accéder à la vérité. Les jeunes doivent comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire, si on ne sait pas, si on a un doute, l'affaire va être classée sans suite. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas été victime, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas te considérer comme victime, ou que on ne doit pas tirer des conséquences de ce que tu as dit, mais on doit être, à mon avis, vraiment dans l'accompagnement du jeune, et je pense que c'est aux professionnels de la justice, quels qu'ils soient, de vraiment prendre leurs responsabilités là-dedans, de présenter la justice telle qu'elle est, avec ses limites, etc. Et pour aussi qu'il y ait un travail d'acceptation d'une réalité extrêmement difficile à accepter. Il faut être nuancé, mesuré, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on considère qu'il n'y a pas de victime parce qu'il n'y a pas de décision judiciaire posant une qualité de victime, c'est évidemment excessif et inadapté. Donc, il faut être, je pense, mesuré et extrêmement prudent et bienveillant et circonspect dans toutes les situations où, évidemment, le doute persiste, parce qu'elles sont nombreuses, indépendamment de la réponse judiciaire. Il y a ceux qui considèrent que l'enfant dit forcément toute la vérité, rien que la vérité, et que ce qu'il dit doit être pris au premier degré. J'ai plein de contre-exemples à ça. J'ai un dossier, par exemple, où une petite fille de moyenne section se disait, elle disait aux policiers qu'elle avait été victime en maternelle d'agression de la part d'un petit garçon de sa classe, et que il y avait et son père avait complètement lancé vraiment les offensives, si je puis dire. Et après, on s'est aperçu que c'était absolument faux, parce que impossible matériellement. Néanmoins, elle n'a pas tout inventé. Il y a quelque chose qui fait que il y a une cause à ce qu'elle dit. Et il faut identifier cette cause. Et là, en l'occurrence, en fait, c'était le père qui était agresseur. Donc, il y a toujours un point de départ, mais je dirais que quand je recueille la parole de mes petits clients, en fait, on essaie toujours de décortiquer, de savoir exactement ce dont il s'agit, parce qu'en plus, il peut y avoir des conflits de loyauté quand il y a un conflit entre les parents. Donc, tout cela est quand même à prendre avec beaucoup de délicatesse, et je crois qu'on ne peut pas avoir une école qui dise systématiquement c'est comme ça, rien que la vérité, etc. Ou bien au contraire, ils affabulent complètement. Non, c'est un discours
discernement au cas par cas, et tout en se disant que effectivement, quand les propos des enfants sont extrêmement précis, ça ne vient pas de nulle part, et il faut absolument déterminer d'où ça vient. Parfois c'est évident, et parfois ça l'est beaucoup moins. Juste rappeler quand même des questions ouvertes, si vous en posez, mais finalement pas trop de questions, enfin des questions aussi il faut en poser malgré tout, parce qu'il faut procéder au discernement qu'a évoqué même le juge, mais pas de questions fermées en tout cas, des questions ouvertes, et dans la façon de rédiger votre signalement, des faits, et rien que des faits. Aucune subjectivité, voilà, l'enfant a dit ça, dans telle circonstance, votre avis, pardon, hein, mais il n'importe pas. Et je dis ça pour vous, mais je dis ça aussi pour beaucoup. J'ai vu trop de signalements dans lesquels le signalant se permettait un avis subjectif sur c'est vrai, c'est pas vrai. Et souvent était démenti par les suites de l'enquête. Ce qui est assez délétère dans le traitement qui peut être public ensuite du signalement, parce que là on peut avoir l'impression que le signalant a voulu discréditer la parole de l'enfant pour couvrir, pour etc. etc. Voilà. Donc des questions ouvertes, et puis ensuite une façon factuelle de rapporter les conditions dans lesquelles la parole vous a été livrée. C'est le simple conseil que je peux donner. Je suis chercheuse postdoctorante à la Sorbonne et j'aurais une question et une remarque. Ma première question, pardonnez mon incompréhension, mais vous nous parlez de l'importance du consentement, maître Le Gouvelot, alors que ma compréhension est que l'incrimination du viol prend en compte la contrainte, la surprise ou je ne sais plus quel est le troisième élément. Merci, mais pas exactement le consentement. Et du coup, j'avais cru comprendre que c'était parfois une des difficultés procédurales. Donc, j'aimerais que vous reveniez sur ce point. Et pour rejoindre ce que disait notre collègue avocate, peut-être qu'on peut conclure cette matinée en reconnaissant un certain risque dans le fait de se tourner vers la justice. Vous nous en présentez tous les avantages, mais finalement, et il y a des psys dans la salle qui en parleront bien mieux que nous, mais finalement, je pense qu'il faut aussi qu'on soit conscient du phénomène de double victimisation à laquelle certaines victimes font face lorsqu'elles ne sont pas reconnues comme victimes par la justice. Il faut qu'on prenne en compte le phénomène de dissociation qui fait que certaines victimes sont incapables d'exprimer un non-consentement, un refus, alors que maître Le Gouvelot, vous nous disiez bien qu'on va prendre en compte le comportement de l'enfant pour vérifier l'incrimination de violences sexuelles. Et un troisième point, monsieur le procureur, vous disiez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de signalisation. Parfois, on entend le discours inverse qui est que depuis l'affaire Doutreau notamment, on croit de moins en moins les enfants, ou on écoute de moins en moins les enfants. Et voilà, je suis tout à fait d'accord avec le constat dressé par Madame le juge sur les limites de la justice qu'il faut accepter, mais je pense que c'est quelque chose dont il faut tous être conscients lorsque l'on parle de ces thématiques. Je vous remercie. C'est vrai que la loi n'utilise pas le terme consentement, mais le fait qu'il y ait une absence de contrainte, une absence de menace, ça veut dire que la personne était consentante. Et donc la défense systématique du violeur ou de l'agresseur, c'est tellement d'ailleurs usité que c'en est fatigant, c'est de dire elle était consentante. Mais bien sûr, il n'y avait pas de contrainte, il n'y avait pas de menace, etc. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on analyse l'existence ou non du consentement. Et c'est pour ça aussi que, en ce qui concerne les agressions des majeurs sur mineurs, il y a quand même un progrès entre guillemets qui a été fait avec un seuil de non-consentement, mais qui n'est pas utilisé en ces termes dans la loi, mais c'est en fait comme ça que ça s'analyse. Mais qu'entre mineurs, on n'a pas ce texte-là, et donc on en revient à devoir regarder s'il y a contrainte, menace ou surprise, en fait. S'il y a une contrainte dans l'acte, il y en a un qui a subi par rapport à l'autre, et donc qui n'était pas consentant. Mais c'est vrai que dans la loi, il n'y a pas ce terme-là. Je vais réagir d'ailleurs sur cette question du consentement. Il y a mes 2 premiers chapitres de ma thèse pour expliquer que dans la majorité des infractions sexuelles, y compris celles sur mineurs, peut-être d'ailleurs surtout celles sur mineurs, la question du consentement n'est pas un des éléments constitutifs de l'infraction. En réalité, on la retrouve dans à peine 3-4 infractions. On la retrouve dans l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel parce qu'on parle d'imposer un acte. Donc moi, je le considère que si on impose, c'est qu'il n'y a pas de consentement. Et sur les atteintes à la vie privée à caractère sexuel, où là, c'est des images sans le consentement de la personne. Bon.
Dans le reste des infractions, c'est soit la minorité de la victime qui est un élément constitutif, soit pour les agressions sexuelles avec contact physique que sont le viol et les agressions sexuelles autres que le viol, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Alors effectivement, quand on dit violence, contrainte, menace ou surprise, on part du principe qu'il n'y a pas consentement. C'est pour ça qu'on a créé ces adminicules. C'est la valeur sociale protégée. Alors on a un désaccord sur la valeur sociale protégée, quoique je vous rejoins, je pense que quand on protège le consentement, la liberté sexuelle, c'est qu'en réalité on protège je sais plus c'est quoi le terme, l'intégrité psychique et physique, donc finalement on se rejoint, mais je fais un pas juste avant vous, vous allez plus loin que moi, mais sur le reste, sur ces infractions-là, on pourrait même imaginer des situations où il y a violence, contrainte, menace ou surprise, et où la victime est consentante. Les infractions sexuelles sont multiples, les situations sont très multiples, et ça existe, ces situations-là. C'est d'ailleurs précisément pour ça qu'il y a la contrainte morale et la surprise, parce qu'on part du principe que même si le mineur était consentant, alors certains diront que parce qu'il est mineur, son consentement n'a pas de valeur. C'est une conception. À partir du moment où il peut consentir avec un mineur, c'est que visiblement il pouvait malgré tout consentir. Voilà, ça c'est de la théorie, hein. On est sur de la théorie, on est sur du trait juridique, etc. On n'est pas forcément d'accord avec tout ça. Mais donc là, c'est de dire, même s'il était consentant, vous avez quand même usé de contrainte morale ou de surprise, parce que vous étiez un majeur, parce qu'il y avait une différence d'âge, parce que vous avez une autorité de droit ou de fait, parce que discernement insuffisant, parce que vulnérabilité, etc., etc. Donc le consentement, c'est vrai que c'est plus pratique pour nous de parler de consentement ici, parce qu'on a 10 minutes pour intervenir, et que c'est plus simple de dire consentement que violence, contrainte, menace ou surprise, mais c'est vrai que juridiquement, les choses sont plus complexes. Donc ça dépend qui parle, où on parle et à qui on parle quand on utilise ou non le terme de consentement. Il faut faire la part des choses. Les phénomènes que vous décrivez, madame, de double victimisation sont pris en compte. On est des professionnels, on les connaît, on est formés, en formation initiale, formation continue, on le sait. Je crois que personne ici n'a parlé des avantages de saisir la justice. Je crois que nous avons dit que c'est indispensable. Vous conviendrez qu'il y a une différence. Voilà. Et que les dégâts à l'absence de saisine de la justice seraient bien pires que le risque que vous évoquez, qu'on essaie de minimiser au mieux. Et outro, ceux qui, de mon point de vue, disent qu'on ne croit plus la parole de l'enfant, sont ceux qui voudraient qu'on le croie systématiquement. Et qui, du coup, sont déçus du fait qu'on prenne certaines précautions. Je suis un peu cash, mais c'est parce que je n'ai pas de temps. Alors, en 15 secondes, moi, je dirais que j'aurais l'impression d'avoir raté mon intervention si vous en reteniez qu'il ne faut pas saisir la justice. Parce qu'en fait, il me semble qu'effectivement, il faut que ces affaires-là, elles sortent de la sphère privée, elles appartiennent à la sphère publique. Alors, c'est vrai, ça va de soi, plus on multiplie le nombre d'intervenants et plus on multiplie le chance qu'il y ait des réponses qui ne soient pas tout à fait adaptées, pas tout à fait mesurées, pas tout à fait suffisamment bienveillantes, circonspectes, que sais-je. Mais je dirais que c'est un principe de base, plus on réfléchit à plusieurs et mieux on réfléchit. Donc saisir la justice, c'est réfléchir à plusieurs et avec des professionnels qui sont faillibles, qui peuvent tous faire des erreurs d'appréciation, mais à mon avis, qui vont quand même apporter des réponses à chacun, et des réponses intéressantes, même si ce n'est pas la réponse attendue. Oui, et une observation. Confrère d'Avignon, je suis confrère d'Aix-en-Provence. Je suis avocat à Avignon, nous les copies, on les a sous un mois, donc venez vous inscrire chez nous. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais la deuxième chose, c'est que moi j'observe, et on est plusieurs, qu'il y a une tendance des juges aussi à condamner au bénéfice du doute sur certaines agressions. On le plaide, on commence à dire que là il n'y a pas de preuves, etc. Mais c'est vraiment résiduel. Et surtout, est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots de l'intervention de l'administrateur ad hoc et des conditions dans lesquelles il le fait? Juste 2 mots, parce que c'est important, y compris quand les parents ont signalé. Est-ce que vous le nommez ou pas? Donc, l'administrateur ad hoc, la loi prévoit qu'il doit être désigné lorsqu'on considère que les parents sont défaillants dans la protection de l'enfant victime. Plus largement, les parquets ont la pratique de le désigner également lorsqu'il y a un conflit d'intérêts, parce que les mêmes parents doivent défendre à la fois l'enfant victime, mais aussi éduquer l'enfant majeur et défendre aussi ses intérêts. Pour autant, la Cour de cassation
répète assez régulièrement que le conflit d'intérêts en soi n'est pas suffisant pour justifier la désignation d'un administrateur ad hoc, parce que clairement on dépossède les parents de leurs responsabilités en se faisant, c'est-à-dire en confiant la représentation de leurs enfants à un professionnel, on les dépossède de cette responsabilité. Et donc la Cour de cassation a une position plus restrictive que les juridictions ou que la pratique quotidienne, en estimant que seul le constat de la carence justifie qu'on désigne un administrateur ad hoc. Et donc, juste pour expliquer, l'administrateur ad hoc, ça peut être le conseil départemental, ça peut être une association, ça peut être une personne qui intervient à titre privé et qui va représenter les intérêts du mineur, faire ce qu'il faut pour qu'il soit défendu. Donc, ça passe d'abord par le choix d'un avocat, évidemment, parce que mais pas seulement. Et donc, il va agir à la place des parents ou à côté des parents qui ne sont pas forcément complètement en mesure de le faire pour défendre les intérêts de leur enfant. Voilà.